Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bonjour et bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition écologique et sociale. Et dans cette transition, eh bien, l'alimentation, elle joue un rôle central. Elle fait partie des choix que chacun peut faire à son échelle, eh bien, pour agir sur la planète et bien sûr pour sa propre santé. On est ravis d'accueillir le nutritionniste Anthony Berthoud. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et vous sortez aux éditions Actes Sud. Remettez du bon sens dans votre assiette. 41 préjugés déconstruits par un nutritionniste. Alors c'est vrai qu'on va faire beaucoup de liens dans cette émission entre l'environnement, la transition écologique et l'alimentation. D'ailleurs c'est ce que vous faites aussi dans votre livre. Mais tout d'abord je m'arrête sur le bon sens. C'est le titre de votre livre. Est-ce qu'on a tout simplement perdu au fil des années ce bon sens pour nous nourrir, ce bon sens pour acheter aussi nos aliments? Prenons peut-être juste le fait de cuisiner chez soi. Pour certains, ça a totalement disparu, le fait de se cuisiner sa propre alimentation. Oui, effectivement, et c'est vrai que le bon sens peut paraître un terme très simple, pour pas dire simpliste, et c'est pourtant la base de l'alimentation, et vous le disiez très bien, ne serait-ce que par la cuisine, le fait d'aller simplement également acheter ses aliments. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on a des enfants qui n'arrivent pas à reconnaître une betterave, un légume particulier. Donc effectivement, le bon sens a tout son terme, a tout son sens à ce niveau-là. Et la cuisine est la base, en fait, de la nutrition, parce qu'on sait aujourd'hui que les aliments ultra transformés, c'est-à-dire les aliments qu'on va acheter et qui sont prêts à être consommés, malheureusement, soit contiennent des additifs ou un niveau de transformation qui peut être problématique vis-à-vis de la santé quand ils sont consommés en grande quantité. Donc le simple fait de revenir à des produits bruts et de les cuisiner, c'est du bon sens, mais c'est la base de notre santé, tout à fait. Et ça change déjà pas mal de choses. Un autre exemple qu'on a appris effectivement cette semaine selon le baromètre de Santé publique France, que la recommandation des fruits et légumes n'est pas du tout respectée par les Français. Près d'un quart des femmes, 18% des hommes seulement consomment 5 fruits et légumes par jour, et les jeunes adultes sont encore plus à la traîne. Là aussi, c'est un bon sens qu'on a perdu ? En tout cas, on a effectivement perdu l'habitude de consommer des produits bruts et notamment les fruits et les légumes. On a ce qu'on appelle le programme national nutrition santé qui en est à plusieurs versions aujourd'hui. On a des recommandations de santé publique qui font la promotion de ces aliments, mais on voit que ça suffit pas pour en fait les retrouver dans l'assiette, notamment parce qu'effectivement on a une perte des habitudes de cuisiner. Et quand on parle de fruits et légumes, on peut en consommer brut, mais ça demande un minimum de préparation et ça interroge sur la pertinence des recommandations qu'on peut proposer en tant que professionnel, puisqu'on voit que le message ne passe pas forcément. Donc il y a certainement beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir, autres que ceux qu'on propose actuellement. Oui. Alors, vous vous attaquez à une quarantaine de préjugés et on va en prendre quelques-uns. Tiens, par exemple, celui-ci, vous dites manger bio, c'est forcément bon. Alors, quand on n'a pas de magasin bio à portée de main, quand on estime que c'est peut-être un peu trop cher, qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi il faut faire attention ? Alors, effectivement, quand on parle de forcément bon, on a 2 nuances à ce niveau-là. C'est bon pour la santé par rapport à l'aspect nutritionnel et bon pour la santé par rapport aux biocides, aux contaminants, aux intrants chimiques qui peuvent être utilisés au niveau de la culture des végétaux. Et on a souvent une confusion. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont s'interroger sur la partie contaminant à juste titre, mais vont considérer qu'un produit d'origine biologique est forcément bon d'un point de vue nutritionnel. Et malheureusement, quand vous allez dans un magasin bio, vous allez trouver un certain nombre de produits transformés qui seront certes bio, c'est-à-dire sans intrants chimiques au moment de la fabrication, mais malheureusement qui se retrouvent ultra transformés et qui ne sont pas forcément synonymes de bonne qualité nutritionnelle. Donc on n'a pas forcément besoin du label bio pour avoir un produit de bonne qualité. On a des agriculteurs, on a des producteurs locaux qui font du très beau travail, qui limitent vraiment les intrants chimiques et qui permettent d'avoir, encore une fois, on parlait de fruits, de légumes, de produits bruts, des aliments qui vont être très intéressants. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces produits sur lesquels on a limité l'usage d'intrants
augmente la densité en polyphénols, qui sont des composés très bénéfiques pour notre santé. Et c'est ce que nous disent aujourd'hui les publications scientifiques sur la qualité nutritionnelle des produits bio versus conventionnels. Alors, tous les scientifiques nous incitent à manger moins de viande. Ça engendre beaucoup de réactions, parfois des réactions très négatives. Il n'est pas question de dire ici on arrête tout, mais de dire plutôt de réduire sa consommation. Si tout le monde le faisait, en tout cas, ça aurait déjà un impact considérable sur les émissions de CO2 et bien sûr sur sa santé. Justement, vous parlez d'un autre préjugé. Tu ne manges plus de viande, donc tu vas être obligatoirement carencé. Est-ce que c'est vrai? En réalité, d'ailleurs, quand on lit votre livre, vous nous dites que la viande n'est pas un aliment indispensable. Non, alors ça dépend ce qu'on entend par le terme de viande. Justement, on va distinguer la viande et les protéines animales. C'est-à-dire qu'une personne qui va consommer du poisson, qui va consommer des œufs, des produits laitiers, va être tout à fait apte à satisfaire ses besoins protéiques et dans d'autres micronutriments. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut enlever la viande. Ça veut simplement dire qu'on peut trouver des modèles alternatifs qui sont tout à fait cohérents au niveau nutritionnel. Et dans la notion de viande, apparaît aussi la notion d'élevage. C'est-à-dire qu'on a des élevages qui sont intensifs et qui vont avoir un impact effectivement sur les émissions de gaz à effet de serre, sur différentes limites, on va dire en termes de biocapacité, mais vont aussi avoir un impact nutritionnel, notamment sur la qualité des graisses. Quand on a une viande ou un produit laitier qui est issu d'un modèle extensif, c'est-à-dire par exemple des bovins qui ont été nourris à l'herbe, en pâturage, on va améliorer la qualité lipidique, notamment ce qu'on appelle le profil en oméga 3 sur oméga 6, ce qui est un critère très intéressant pour notre santé. Donc on voit qu'en allant vers un modèle qui va être aussi plus respectueux de l'environnement, on répond à des enjeux nutritionnels et c'est ça qui est intéressant. Donc au-delà de la quantité, c'est vraiment la filière et la qualité des produits qui est important. Avec des émissions de gaz à effet de serre d'origine alimentaire qui représentent entre 22 et 37% des émissions de gaz à effet de serre totales, c'est ce que vous dites dans votre livre, et parmi elles, environ 2/3 qui sont issus de l'élevage. Alors, autre préjugé, toujours sur ce même thème, pour manger écolo, il suffit d'arrêter de la viande. Alors là aussi, vous le déconstruisez, vous insistez sur les multiples choix qui s'offrent finalement à nous pour respecter le vivant et encore une fois notre bien-être. Cela va du fait de faire attention tout simplement au gaspillage alimentaire, mais aussi tous les autres aliments que l'on mange, le poisson par exemple, mais aussi nos ustensiles de cuisine, le plastique, bref. Eh bien, il y a une multitude de choix qu'on est susceptible de faire. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des ruminants et de la viande. Alors, vous le précisez à juste titre sur l'impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre, mais on a d'autres limites planétaires qui vont être impactées également par les modèles d'élevage. Et on a d'autres aspects sur lesquels on peut vraiment travailler. L'empreinte hydrique, par exemple, est un axe aussi d'amélioration par rapport à la qualité de notre alimentation. À savoir que quand on prend des oléagineux, des légumineuses, on va avoir un impact sur le niveau de besoin en eau qui va être limité par rapport à d'autres aliments. Et vous le dites très bien sur les ustensiles, d'aller privilégier peut-être du verre, de l'inox au niveau de la cuisson par rapport à des ustensiles anti-adhésifs, d'aller vers des filières courtes, d'aller vers des produits de saison, de limiter les biocides, on en a parlé avec les produits d'origine biologique. Tout ça, ce sont effectivement un ensemble de petits gestes qui vont permettre en fait d'avoir quelque chose de cohérent au-delà de la consommation de viande. Ouais. Et tout ça, ça nécessite aussi d'être tout simplement informé. Anthony Berthoud, c'est vrai que c'est des informations finalement qu'on n'a plus, qui se sont perdues au fil des années. On n'est plus au courant de tout ça. Enfin, on a l'impression que nos grands-parents, effectivement, sont beaucoup mieux informés que nous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour changer ça, pour qu'on ait toutes ces connaissances basiques finalement à portée de main? Alors c'est une très bonne question. Je pense que déjà la base, c'est l'éducation, bien évidemment alimentaire, l'éducation nutritionnelle. Et on apprend le français, on apprend les mathématiques, et c'est très bien à l'école. Mais malheureusement, on n'apprend pas à bien manger. Alors derrière le terme de bien, on pourrait avoir beaucoup de définitions, mais simplement d'avoir un minimum de connaissances sur la qualité des aliments, sur la cuisine, on en parlait. C'est vraiment une priorité en termes de santé et de nutrition. Et on a également une cacophonie nutritionnelle aujourd'hui à travers les réseaux sociaux où on entend un petit peu tout et son contraire. On a une vraie crise de confiance. Finalement, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la nutrition et à juste titre, mais qui au final vont s'en délaisser à force d'entendre cette cacophonie et ces contradictions. Donc finalement, on tombe dans un vrai comble quelque part parce qu'on a des vrais leviers très puissants pour notre santé, relativement simples et malheureusement qui ne sont pas accessibles. Avec un problème de choix aussi tout simplement, parce que quand on regarde parfois ce qui est vendu dans des supermarchés, dans des hypermarchés, il y a aussi un problème tout simplement de ce qu'on propose
aux consommateurs. Oui, en termes d'offres, vous voulez dire Oui, oui, et puis on en revient à ce qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire simplement sur le fait de consommer des produits bruts. C'est-à-dire que quand vous allez dans un hypermarché, effectivement, vous allez avoir énormément d'aliments ultra transformés, une offre qui est pléthorique, le simple fait d'aller vers des produits de saison et des produits bruts va limiter effectivement l'offre, mais va aussi répondre à un vrai enjeu et écologique et nutritionnel. Avec, c'est vrai aussi, un message aussi vraiment très important et dont on vient de parler, vous nous appelez à réviser notre modèle alimentaire pour répondre aux enjeux écologiques. Toutes les solutions sont à notre portée et c'est tous les jours, c'est 3 fois par jour. Donc, il y a vraiment un important levier à actionner à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que c'est le 3e poste le plus émetteur de gaz à effet de serre après le transport et le logement. Dernier préjugé qu'on va examiner ensemble avec vous, ça concerne les PFAS, les fameux polluants éternels que l'on retrouve désormais partout. Vous y consacrez tout un préjugé. Le téflon en cuisine, c'est idéal, c'est-à-dire c'est ces poêles anti-adhésifs pour cuire sans avoir besoin d'ajouter de matière grasse. Alors tout le monde en a une aujourd'hui, mais en fait ce que vous nous dites, c'est que il faudrait peut-être passer à autre chose. Alors effectivement, et à double titre, autant sur la partie écologique que la partie de santé, parce que malheureusement, ces composés font partie des POP, c'est-à-dire des polluants permanents qu'on ne sait pas réutiliser et qui vont avoir une durée de vie très longue et malheureusement, encore une fois, on n'en est qu'au début puisqu'on a un niveau de consommation à ce niveau-là qui est croissant. Et en termes de santé, ces composants sont effectivement des aliments, des composés qui sont délétères et qui peuvent migrer dans les aliments, notamment quand les ustensiles sont rayés, sont vieillis, et on a tendance à les garder un peu plus longtemps parce qu'on ne veut pas les changer. Et en termes de santé, c'est loin d'être l'idéal. Je parlais de l'inox, c'est une solution. C'est une solution, tout à fait. La céramique aussi. La céramique, alors l'inox est plus intéressant et simplement ça demande effectivement d'utiliser un petit peu de matière grasse, qui est absolument pas un problème. Et on a cette chasse au gras qui fait partie là aussi des qui préjugés. Est aussi un préjugé. Exactement, où finalement on a la confusion entre la graisse qu'on met dans l'assiette et la graisse qui s'accumule dans notre organisme, alors que finalement beaucoup de facteurs peuvent expliquer cette accumulation de graisse. Donc le fait de mettre un petit peu de matière grasse qui est stable à la cuisson est un élément qui est tout à fait cohérent avec un usage justement de poêle en inox qui permettra de concilier autant la partie écologique là aussi que de santé et de nutrition. Merci beaucoup Anthony Berthoud d'être venu dans Impact Positif sur LCI. On renvoie votre livre, Remettez du bon sens dans votre assiette. Pas mal de l'avoir à côté de son lit, sur sa table de chevet, comme ça on peut piocher un petit peu tous les jours. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et évidemment en podcast sur toutes les plateformes. Merci Anthony Berthoud. Merci.